Salut Stéphane, Salut Philippe. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Ouh, il y a eu un temps mort là. Euh, Écoute, cette semaine, qu'est-ce que j'ai foutu? Des tonnes de trucs, des tonnes de trucs. Ah Certainement bon? beaucoup trop. Certainement beaucoup trop. Mais un gros sujet, c'est comment capitaliser sur l'autonomie de mon équipe avec des gars super engagés, enfin une équipe super engagée, super motivée, super pro, super compétente, super autonome, mais tout en mettant un petit peu d'ordre, un petit peu d'organisation, un petit peu de process, parce que on peut certainement faire encore mieux, et ça passe par un peu un peu d'organisation. Donc, comment on concilie l'autonomie des collaborateurs et la mise en place d'une organisation efficace, pérenne, résiliente. Ah ouais, la résilience, super, super sujet ça. La résilience, c'est la décentralisation, Ouais, toujours. depuis 3 ans, tout le monde parle de ça et puis je me sentais pas trop concerné. Et en fait, là, ouais, il y a des vrais sujets. C'est dans une période de crise, quand tu es un peu dans la tempête, comment t'aides tes équipes, chaque collaborateur individuellement, à être résilient. Ça ne s'improvise pas. Il y a des recettes. Ah ouais, bon, tu vas nous dire ça. Et alors du coup, t'as fait quoi cette semaine pour capitaliser sur l'énergie, l'engagement de ton équipe, Qu'est-ce que j'ai fait? parce que tu me dis, il faut mettre de l'organisation et en même temps, tu me dis, je veux capitaliser sur l'autonomie. Alors Alors, justement, la plupart des boîtes aujourd'hui qui veulent s'agilifier, leur problème, c'est qu'elles n'ont pas d'engagement. Et elles n'ont pas d'engagement parce qu'elles donnent pas d'autonomie, et du coup elles peuvent pas donner d'autonomie parce qu'elles n'ont pas d'engagement. Toi tu me dis j'ai déjà l'engagement, donc tu dois être déjà pas mal sur l'autonomie, mais là tu me dis je veux mettre de l'organisation, et sous-entendu ouais, ça va aller un petit peu contre l'autonomie, enfin c'est quoi le... c'est complètement ça. Alors déjà, T'en es où qu'est-ce de que ta j'ai foutu réflexion, ouais. cette semaine? Et en fait, tu vois, j'ai eu une super semaine parce que j'ai fait plus de 50% de mon temps sur de la RH. Donc, c'est-à-dire des fiches de poste, du recrutement, euh, passer du temps à échanger avec les équipes individuellement. Euh, ouais, je me suis occupé des gens, beaucoup, énormément. Et ça, c'est très bien. Euh, et justement, pour comprendre, en fait, c'est quoi la situation? La situation, c'est j'ai une super équipe, très motivée, très engagée, comme dans plein, plein de boîtes, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre. Les 2 dernières années ont pu être parfois un peu compliquées. Mhm. Euh, il y a eu plus rigolo. Et donc là, on sort de cette période. Et alors, tous ceux qui aiment bien faire des ronds dans l'eau et faire un peu de surf comprendront l'image, mais quand tu es au line-up et que tu as 25 gars qui attendent la vague, voilà, moi je suis sur un marché de niche, Agressif. donc on est sur un tout petit spot de surf, il n'y a pas beaucoup de place sur le line-up et il y a quand même une dizaine de surfeurs à l'eau. Et là, Et la vague a quand même un peu de punch en ce moment. voilà, et il y a des trains de vagues qui commencent à arriver, qui sont vachement sympas. Et donc, l'idée, c'est comment, avec la super équipe motivée, engagée, on arrive à prendre les plus belles vagues et à aller plus vite que les autres et à en prendre Puis plus que les autres. le surf en équipe, c'est pas banal, hein, on voit pas ça souvent, c'est pas facile. Ah, eh ben écoute, on va inventer les figures imposées du surf comme sport d'équipe. Alors, j'arrête l'analogie foireuse Ouais, avec bon, le t'es surf. toujours le plus tôt possible les analogies, hein. Ouais, ouais. Ouais, alors toi, tu es bien placé pour faire ce genre de commentaires. Merci. En fait, alors, truc super rigolo. Pourquoi on veut organiser, mettre du process? Mauvais réflexe de manager, c'est pour se rassurer. Tu as besoin de contrôler, tu as besoin de sentir que tu contrôles les trucs. Euh, et alors, ça, j'essaye voilà, de pas me faire polluer par ça. Et en fait, la vraie bonne raison, euh, c'est quand tu as besoin de faire un peu de conduite de changement. C'est-à-dire, c'est que tu as une équipe, tu as une boîte qui fonctionne bien, avec une machine qui tourne,
bon, qui a des turbulences comme dans n'importe quelle autre boîte, avec des équipes qui connaissent super bien le métier, donc un bon niveau d'autonomie, une bonne capacité à servir le client, à être efficace directement. Euh, mais parce que le marché évolue, parce que les ressources sont plus contraintes que il y a longtemps dans le passé, il faut changer un peu l'organisation, il faut réorienter certaines choses, il faut redispatcher certaines tâches pour rééquilibrer tout ça. Euh, et donc, tu casses certaines routines, parce que tu sais, en fait, c'est l'histoire du truc qui marche tout seul. Ouais, non, mais chef, tout va bien, de toute façon, le client n'appelle pas. Donc, c'est que tout va bien, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ou bien, non, mais chef, ça, c'est bon, ça fonctionne, ça a toujours marché comme ça, te prends pas la tête, ça va le faire. Et puis, en fait, tu te rends compte, tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a quand même des trucs qui marchent pas Ouais. si bien. Quelqu'un disait l'autre jour, il y a 50 ans, c'était si c'est pas cassé, le répare pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est si tu améliores pas un truc qui marche déjà bien, t'existeras plus dans 15 ans. Mais alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression, là, si j'extrapole ou si je comprends ce que tu as l'air de me dire, c'est que pardon, l'autonomie dont on parlait là, c'est plutôt l'habitude que l'autonomie. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude de faire certaines choses et sont capables de continuer à le faire. Mais c'est pas ça l'autonomie dont on parle dans l'agilité. L'autonomie dans l'agilité, c'est la capacité à contribuer à l'innovation Exactement. en équipe autonome, sans avoir justement besoin d'un process qui dit non, non, regarde ce que tu as l'habitude de faire, maintenant c'est comme ça. Ça, c'est pas du tout Et l'autonomie dont alors, on parle. alors, C'est peut-être c'est l'autonomie du lean versus l'autonomie de l'agile. ouais, non, Pardon. ouais, mais alors, tu vois, on parlait d'analogie tout à l'heure. Là, tu es dans une dichotomie un peu facile. Ouais, ouais, je Non, cherche non, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont autonomes dans leur job, qui maîtrisent la fonction, qui sont compétents, qui sont capables qui sont pas juste dans une habitude, mais qui apportent une vraie valeur ajoutée, qui maîtrisent un job mais, relativement complexe. mais dans un process Euh, connu, on va dire. voilà, mais dans un environnement relativement stable et pérenne et qui bouge pas trop. Et en fait, ben, cette autonomie, justement, petit à petit, ça devient des habitudes. Et Mm. tu te rends compte que bah, as perdu en autonomie, tu as gagné en habitude, Ouais. et tu as un truc qui tourne rond et qui peut risquer de tourner à vide. Donc, le, le, le sujet, alors en tant que manager, l'angoisse de chaque minute, c'est si je touche à quelque chose, je pète la machine. Tu sais, ne répare pas un truc qui marche. Donc, c'est l'angoisse absolue Ouais. de péter un truc qui marche. Alors ça, c'est d'un point de C'est- vue macro, mais en plus, il faut faire gaffe de pas faire mal aux gens. Quoi. ouais. Euh, quand tu as la chance d'avoir des C'est là super qu'on a équipes besoin de comme ça, résilience. voilà, exactement. Et là, c'est hyper et culturel et lié au type de personne, ou en tout cas enfin, ouais, à la culture des personnes et de l'organisation et donc la façon dont les gens jouent entre eux. Et où justement, donc je vais pouvoir dès maintenant attaquer sur mes exemples préférés, hein, comme d'habitude. Tesla et Vas-y. SpaceX évidemment. Et on sait que chez eux, ils pètent des trucs en permanence, peut-être même un peu trop, mais c'est la culture de se dire c'est pas grave de péter, il faut péter parce que c'est même pas eux qui avaient sorti la phrase. Je crois que c'était chez Facebook, aller vite et casser des trucs, justement parce que c'est un des principaux freins à l'innovation et dans des boîtes qui ont besoin d'innover en permanence, c'est cette peur de casser l'existant. Euh, et c'est le principal avantage d'une startup au sens large, mais une boîte qui a été créée récemment par rapport à une boîte qui existait avant, c'est qu'elle a rien à perdre, donc elle peut se permettre de péter en permanence. Exactement. Donc, on est. euh, alors, pour le coup, par rapport à des échanges qu'on a pu avoir il y a quelques mois, je suis plus du tout dans un contexte de startup. Mhm. Euh, mais je suis de retour dans le monde T'as changé il y a quoi? Il y fantastique a 3 mois, 4 mois? On ouais, en a ouais, parlé en début d'année. de retour dans le monde fantastique de la PME industrielle. Yes. Euh, on va pas refaire les débats qu'on a déjà eu 5 fois ou 10 fois sur PME Non, versus startup et tout ça, c'est non, pas le bien comprendre les sujet. différences et justement cette notion de
quels sont les freins au fait de casser et est-ce que le frein vis-à-vis de casser les choses, des choses qui marchent, est un frein à la résilience vis-à-vis d'un marché qui change, etc. Alors, tu Ce qui est vois, sûr, hein, mais comment le... Alors, moi, qu'est-ce que tiens, tu vas me dire ce que tu en penses, mais un peu pêle-mêle, je te raconte ce que je fais, enfin, les quelques recettes très basiques. C'est ça part d'une façon de voir les choses. Si tu commences à regarder le fonctionnement de la boîte sous forme de process, sous forme de slide, sous forme de petits dessins, c'est-à-dire si tu intellectualises une vision de comment je voudrais que ça fonctionne, bon, déjà, tu risques de ne pas aller ni très vite ni très loin, et puis tu oublies en fait le seul truc qui compte vraiment, c'est les gens qui sont là et qui font le boulot. Donc, en fait, il faut complètement changer de point de vue et il faut se dire, euh, qui est-ce que j'ai avec moi? On est sur un bateau ou sur une grosse planche de surf, sur un paddle géant. Euh, euh, voilà. Qui sont les gens que j'ai autour de moi? Qu'est-ce qu'ils amènent? De quoi ils ont envie? De quoi ils ont besoin? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tous ensemble? Et là, tu te dis, bon, il y a des modes de fonctionnement qui sont bien, mais dont je perçois les limites. Dès que tu creuses un peu, et moi, en ce moment, il y a une phrase dans mon équipe, tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit, ouais, mais on sait, hein, là, il faut qu'on change le truc. On sait qu'il faut qu'on fasse différemment. Ah, mais il y a pas le choix, hein. Il faut le faire, mais il faut peut-être pas y aller trop vite. On ne sait pas trop bien comment. Euh, et Mais en pas fait, demain. et en fait, tu te dis, mais tout le monde est prêt. Il y a une énergie potentielle extraordinaire pour changer des choses. Et Mais il y a un frein super naturel, c'est on a peur, on ne sait pas très bien, on ne voit pas très bien. Donc, l'approche, elle est super simple. C'est un petit peu, alors, se faire un petit peu violence. Donc, bah, tu es sur le plongeoir à 5 mètres à la piscine municipale. Le mieux, c'est qu'il y ait un pote avec toi qui va te pousser, en fait. Parce que sinon, tu vas rester comme un con une demi-heure sur le plongeoir. je te propose une alternative, hein, c'est de faire 1 mètre aujourd'hui, 2 mètres demain, 3 mètres la semaine prochaine. Oui, voilà, oui aussi, aussi, aussi. Peut-être un Ouais, peu ouais. plus... Non, mais je pense qu'il faut. Alors, je vais jusqu'au bout de mon truc. Il faut accepter de. Alors, soit tu sautes violemment du 1 mètre ou du 2 mètres, soit tu vas tout de suite aux 5 mètres, mais on t'a vachement rassuré avant sur le fait que le bassin était assez profond, qu'il y avait de l'eau, que tu as des bouées et 3 mètres nageurs Même autour. Et si en ça fait, fait mal, ça fait pas mal plus d'une demi-heure. et, et en fait c'est. Moi, je dis, en ce moment, je dis 28 fois par jour que j'ai pas de baguette magique et que je suis pas Harry Potter. Et en fait, si tu as quand même, voilà, quand tu fais ce beau métier de manager des gens, bah, tu as quand même une baguette magique. C'est que tu peux dire aux gens, bah, faites les trucs. Et puis, si ça marche pas, bon, je suis là derrière. C'est ça. On Carrément, mais on carrément. vous reprochera rien. C'est la Et baguette magique, c'est vous avez le droit de ceci, vous devez cela. exactement, Quand des exactement. Bezos et des Musk disent c'est pas mal poli de se barrer d'une réunion, c'est mal poli de rester dans une réunion ou d'organiser une réunion, Voilà. ça c'est la baguette magique. Parce que tu dis ça 3 fois Et, et tu commences à virer les gens qui, tu vois, et à ne pas virer les gens qui font ce que tu as dit. Et ça crée tout de suite un changement mental parce que le frein en général, il peut venir peut-être d'une culture qui est générale à un pays, à une économie, etc., à une époque, mais il peut venir aussi beaucoup de notre attitude. Et si on a toujours l'impression, enfin, je sais pas, chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, on est très réactif en tant que manager et on met la pression à tout le monde, bah forcément, les gens vont prendre moins de risques. Euh, donc, on a la baguette magique de changer notre attitude et l'impact de notre attitude sur les réactions des équipes, quoi. c'est le premier truc. Et en fait, moi, je me dis, voilà, quelle personne j'ai autour de moi et comment je vais faire pour qu'ils continuent à s'éclater dans leur job et pas à tomber dans une routine où on va tous finir par s'ennuyer et puis par crever parce que la routine tue. Et en fait, le point de départ, c'est on va essayer. Là, Et essayons des trucs. Et
Et quand tout le monde a peur, c'est de dire, bah, attendez, on le fait. Et puis, ah ouais, il y a un truc, je crois qu'on avait déjà parlé aussi, il y a un truc super important, c'est les notions de point de non-retour ou de possibilité de revenir en arrière. Ça, c'est vachement important. On change quelque chose, on change une façon de travailler, on casse un peu certaines habitudes pour donner la possibilité à d'autres modes de fonctionnement de se développer. Par contre, on se laisse toujours la possibilité de revenir en arrière. Alors, une fois que tu as changé des choses, on sait que ce n'est pas facile de revenir à l'état antérieur. Ce qui est Néanmoins, même peut-être l'avantage de la chose, c'est que tu vas revenir à un état proche de l'état antérieur, mais meilleur parfois. en fait, dès l'instant que tu te dis à toi-même et que tu dis à tes équipes, non, mais on essaye, on va faire ça un mois ou deux ou trois. Et Ouais. puis, les gars, si c'est un cauchemar, si ça va pas, on, on reviendra avant, puisque avant, Il y c'était a... bien. Ça, c'est un point crucial, je pense, et qui amène sur un autre dilemme qui est celui de la complexité. L'agilité, c'est très simple, mais c'est très complexe. Et ce qui est complexe, c'est tous les systèmes qui font que c'est facile de revenir, repartir. Et si on regarde le logiciel, qui a été quand même le premier à mettre ça en place sur des bases de principes qui viennent de l'industrie, mais c'est le logiciel qui a créé ça. Et qu'est-ce qui a permis une très forte agilité? C'est l'intégration continue. L'intégration continue, c'est la possibilité de déployer un logiciel 10 fois par jour et tous les tests, toutes les, comment dire, toutes les connexions, bases de données, tout ce qu'on veut. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique que je ne connais pas bien, mais tout est fait automatiquement à chaque déploiement. Et donc ça demande une complexité importante, logiciel, technique. Ça demande de l'expertise, les fameux rôles de DevOps, etc. Par contre, ça permet en permanence de lancer des nouvelles choses. Et si ça ne marche pas, on peut tout de suite revenir en arrière et relancer autre chose, etc. Et ça, c'est typiquement quelque chose. Enfin, si on regarde aussi des boîtes comme, je crois que c'était Facebook, qui a une dizaine d'années était assez connu pour avoir dit, bah, s'il y a un stagiaire qui vient chez nous et pas capable de déployer un truc dans la première heure, et d'ailleurs on leur fait déployer un truc une heure après qu'il soit arrivé, ils font un bout de code, ils le déploient. Oubliez les chiffres que je donne, mais c'est l'idée. Il disait s'il fait ça et que ça casse quelque chose, c'est pas la faute du stagiaire, c'est la faute de notre système d'intégration continue et on l'améliore. Et donc ça, c'est la partie très complexe de l'agilité, c'est d'avoir ces systèmes qui permettent de garantir l'intégrité du résultat final, quels que soient les modifs qui sont faits, et la capacité à revenir en arrière rapidement. Et des boîtes hardware type Tesla sont vraiment devenues très très forts à ce jeu-là. De tous les retours qu'on a de l'intérieur de ces boîtes-là, c'est qu'ils sont capables d'appliquer ça au hardware. Et donc ça leur enlève le frein. Je suis. Alors, C'est c'est très génial. sophistiqué, c'est Non, compliqué. mais t'abordes le. C'est génial que tu abordes ça. Bon, alors ton référentiel, bon, Facebook, Tesla. Hardware, software. Ça vient Ouais, du non, mais software et maintenant ça arrive voilà. dans le hardware. Et qui l'a amené dans le hardware? Clairement, c'est des boîtes Moi, comme moi, Tesla. je suis dans un contexte PME industriel d'un Et oui, vous un n'avez pas les groupe, mêmes ressources non plus, un forcément. groupe, un groupe qui a 70 ans. euh, donc, voilà, c'est pas tout à fait le même contexte. Néanmoins, tu vas voir. C'est le même principe. On, que- Moi, je suis dans un métier B2B Mhm. où historiquement, c'était 99% de hardware et 1% de software pour gérer des afficheurs de ligne, en fait, il y a 25 ans. Décidément. Et où maintenant il y a toujours du hardware, mais le soft pèse 50%. Et puis, parce que je fais un métier qui est génial, et sans ça, ça serait pas rigolo, tu as du hard, tu as du soft et tu as du service, parce que ça, il faut le faire, il faut l'installer, il faut le faire Mhm. tourner chez des clients. On a des solutions qui sont utilisées sur la durée par nos clients, donc la notion de service autour de ces produits, elle est vitale. Donc, tout ce que tu décris là, à la sauce Tesla, SpaceX, Facebook, etc., euh, modestement, ce sont des schémas qu'on doit, voilà, qu'on doit commencer à développer. Et ce que tu décris en disant la complexité du système, bah, c'est exactement là où se trouve le point d'équilibre, ou de tension, pas d'équilibre, mais plutôt de tension entre l'autonomie des gens, le truc qui fonctionne bien, voilà, des gens autonomes,
et la nécessité de mettre en place une structure, une organisation relativement aboutie, développée, parce que c'est le cadre et c'est les outils et c'est les référentiels qui sont nécessaires pour que une personne qui est à son poste puisse faire son job correctement, une Lui personne donner qui du levier. rejoint la boîte soit pas totalement perdue. Parce que, tu sais, les boîtes où les gens sont très autonomes, ont l'habitude de faire leur boulot, il n'y a pas de process écrit, il n'y a pas de documentation. Le gars qui arrive, alors soit tu es dans un monde idéal d'il y a 50 ans où on embauche un mec et pendant 1 an et demi, il va travailler en doublure, voire en triplure avec des mentors, des coachs, des gens qui vont l'accompagner et prendre le temps de le Le, former. Et on le sait que ça travail existe. en pair est aujourd'hui un des grands principes de l'agilité. Pas plus tard, tu vois, Mais pas pendant un an. hier après-midi, voilà, j'avais la discussion avec un technicien de maintenance. Est-ce qu'il vaut mieux être tout seul sur le terrain pour faire le job ou dans quel cas c'est intéressant d'être à deux, d'être accompagné, de partager l'expérience euh, et tu te rends compte et tu peux arriver à des schémas où effectivement, ben, en mettant deux personnes sur un seul et même sujet, à la fin du mois, tu as gagné en expérience, tu as gagné en vélocité et finalement, tu as réussi à aller plus vite qu'en laissant deux personnes seules gérer Et en t'as parallèle deux capitalisé. sujets. Et t'as Voilà, capitalisé et parce t'as que t'as capitalisé. multiplié de la connaissance implicite que t'aurais peut-être pas obtenue de toute façon par documentation. Alors, on a parlé la dernière fois du fameux Joe Justice, qui était un évangéliste de l'extreme engineering il y a une quinzaine d'années, donc sur du hardware, qui a fini chez Tesla là, pendant le Covid, pendant 1 an et demi à peu près, et qui maintenant va raconter un peu partout comment ça se passe là-bas et croiser avec son expérience à lui avant. Il est coach Scrum depuis très longtemps, mais plutôt sur du hardware. Et donc là, récemment, il disait aussi tout ce qui est SOP, donc procédure étape à étape, entre guillemets, ça doit même pas exister, dans le sens où tout ce qui peut être décrit étape par étape peut être scripté, c'est-à-dire codé, remplacé par du logiciel et de la robotique. Et donc, si ça peut être écrit comme une SOP, ça doit tendre aussi vite que possible à devenir automatisé pour que les humains se concentrent sur ce que eux savent faire et que les machines ne savent pas faire, c'est-à-dire créer, innover, etc. Donc la vision, c'est celle-là, et a priori, les boîtes qui performent très fort aujourd'hui se rapprochent très proches de cette vision-là. Comment, comment est-ce que tu... Alors, je comprends bien ce discours. Comment est-ce que tu le mets en œuvre? C'est, est-ce que c'est un truc top-down, c'est-à-dire, Non. dès le départ, tu construis une équipe, tu construis des équipes, tu construis une boîte, tu développes toute une structure qui est adaptée à ça? Ou est-ce qu'au contraire, tu pars du dernier maillon de la chaîne, du plus proche sur le terrain, et où bah, ce qui est la méthode de travail, enfin le plus bas niveau, enfin, Ouais, c'est schématiquement, ça, hein, c'est c'est exactement ça. un C'est jugement de valeur. c'est Tu... exactement ça. Et tu pars du plancher. Et il en parle dans un autre interview où le gars lui Ground demande, en fait, floor. Ouais. ouais, il y a eu, en fait, il a fait pas mal d'interviews. Et donc les gens ont commencé à prendre des notes en disant, ah, tous les trucs assez ouf qu'il y a chez Tesla. Et il a fait une autre interview où le gars reprend toutes les questions des auditeurs et où il dit, alors, combien de temps pour que l'industrie, entre guillemets, classique rattrape tel point qui est spécial chez Tesla? Et il demande un par un. Et pour pas mal de points, il dit, ah bah ça peut aller très vite. Il suffit qu'ils créent une nouvelle boîte parce qu'ils peuvent pas le faire dans la culture existante. Donc il faut que la boîte crée une start-up euh, qui possède à 100%, donc mettons Volkswagen, crée sa start-up et repart de zéro. Il dit, par contre, après ça, c'est 20 ans de boulot, parce qu'une fois qu'ils ont créé une boîte neuve, ils sont au niveau où Tesla était il y a 20 ans, c'est-à-dire à monter des roadsters à la main dans un hangar ou sous une tente. Et il dit, en fait, tout se construit à partir de là, où tu viens, tu fabriques les choses avec tes mains. Il dit, chez Tesla, il n'y a pas un job de bureau. J'imagine qu'il exagère, mais probablement pas tant que ça. Il dit, il n'y a pas un job chez Tesla où tu bouges pas 20 kilos en permanence, tout le monde code, tout le monde programme des robots, tout le monde soude. Il n'y a pas assez de chaises pour s'asseoir parce que tu es en permanence en train de bosser. Il dit les gens ont tout sur des apps sur leur téléphone, ils connaissent pas leur boîte mail, ils n'ont pas de laptop.
Donc vraiment, c'est le terrain. Il dit Elon Musk est toujours sur le terrain. Il n'a pas un rôle fixe. Il dort au bottleneck. Donc on pourra parler aussi bottleneck, c'est vraiment un truc de deal. Il voit un truc, il comprend que c'est là que ça passe pas et il va passer 2 jours à l'endroit où ça bloque. Et il dit ça fait un effet magnétique, c'est aussi la baguette magique du manager. Tout le monde voit qu'Elon Musk est là, donc les gens disent ah, il y a un bottleneck là-bas. Et quand le bottleneck est résorbé, il voit le bottleneck suivant. On avait joué à Factorio, donc c'est Ouais, c'est le. ouais, mais Et il part au bottleneck suivant. tu vois, enfin, pour revenir à la question de départ, qu'est-ce que tu as foutu cette semaine? Deux T'as couru après les micro-sujets, mais bottlenecks. on est exact, mais euh, enfin, deux bottlenecks sur des process plutôt liés à l'administration des ventes, donc très important, parce que là, on est vraiment sur les derniers maillons de la chaîne, c'est quand est-ce qu'on facture? Voilà, on a fait le boulot. Ben ouais, non. Non, mais attends. Ah, je rigole Alors, parce que je suis le champion du quand est-ce qu'on facture et de faire mais, n'importe quoi en la matière. Ça fait 8 ans mais, que mais je fais voilà, n'importe mais quoi. attends. Non, en fait, tu es dans une activité, tu vends du matériel, tu l'installes, tu le maintiens, donc tu fais du service. Donc le gros de l'activité, c'est du service, c'est Mhm. de la prestation, et il faut que ce soit facturé. Hier, Euh, 21h30, j'étais avec mon client à dire ah bon, attends, alors on redécoupe les factures parce que je venais de changer le process de facturation. Il me dit ah, mais ça serait bien de grouper comme ci, comme ça. Je fais ah bon, mais alors 21h30 le, jeudi soir. le, et là, bah, deux sujets très simples. Et alors, on est exactement ça. Il ne faut surtout pas essayer d'aller faire un process avec un gros dessin, un truc complet, de A jusqu'à Z, le quote to collect, tous ces trucs-là. Non, non, c'est un truc très simple. C'est à la DV, ils perdent du temps. On a du mal à retrouver des documents, à archiver. Voilà, c'est compliqué d'avoir tous les documents dont on a besoin pour s'assurer que tout soit bien fait en temps et en heure. Bon, ben là, tu vois, pas plus tard que tout à l'heure, réunion pour savoir comment on gère. Euh, voilà, est-ce qu'on a un petit outil qui nous permet de mieux archiver les documents dans notre ERP? Le truc ultra basique, parce que tu as la chance d'avoir quelqu'un de super dans l'équipe qui a compris que là, il y avait un bottleneck. Voilà, on perd du temps tous les jours On va à le traduire quand même pour ceux qui se demandent pourquoi on dit bottleneck depuis tout à l'heure. Donc des goulets goulot d'étranglement. d'étranglement. Voilà, ouais, ouais, Goulet ou goulot, ouais. voilà, le Goul- goulot d'étranglement, ça c'est un goulot, et en fait, quand hop, là, Quelque chose c'est qui pas bon. réduit le flux. Exactement. Et ben, réduire le flux, c'est copier-coller des liens URL qui finiront immanquablement par se briser un jour ou l'autre pour lier des documents. Alors que tu as des petits softs qui font ça avec du drag and drop très très bien. Hashtag gestion électronique du document en 2022. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour découvrir des vieux trucs. Donc Rigole, c'est ça, en pleine croissance. Comment il mais s'appelle évidemment, non Teladoc. Teladoc, ben, c'est. mais il n'y a pas de débat. Et puis un autre sujet, alors le truc, euh, cas d'école, le kiff absolu, et là c'est mon prochain bootcamp, c'est effectivement, je vais devoir poser une tente à côté du bureau des gens qui font ça pour regarder ça un peu plus près, mais euh, tu te dis, tiens, c'est marrant, on facture beaucoup plus la dernière semaine du mois que la première. Mhm. Coïncidence. Alors moi je dis, mais pourquoi? Eh bien, parce que c'est la fin du mois, alors on met la pression pour qu'on facture. Mais pourquoi on ne facture pas plus tôt? Ben, on a plein d'autres trucs à faire, ok? Et là, tu regardes Ah, parce comment que vous ça facturez à marche, la main. et puis tu regardes comment ça marche, et puis tu te dis, ouais, ben les gens qui doivent faire la facture vont chercher l'info sur le terrain pour savoir qu'est-ce qui peut être facturé. Et donc, forcément, ils attendent un goulot Je d'étranglement. suis en plein dedans. Mais tout le On est monde, mais le 18 c'est mars c'est le BABA, et j'en suis c'est le encore à dire, BABA. mais ça c'est fait ou Eh c'est ben, pas fait, je peux le facturer ou pas? c'est le nerf de la guerre. C'est des sujets qui sont super compliqués, super compliqués. Mais même pas. Et, et en fait, ben voilà, moi, ça, j'ai commencé le chantier cette semaine, je vais le poursuivre. Et le premier truc, c'est, en fait, tu te dis, mais il faut arrêter d'avoir des gars qui vont essayer de chercher à la pelle
des choses à facturer. Il faut que le travail qui est fait sur le terrain ait eu un résultat immédiat. Il est C'est qu'il y a, logué immédiatement. Point of sale, on appelle voilà, ça. il y a un truc qui monte pour aller se transformer en facture de la façon la plus fluide et automatique possible. Yep. Et, C'est et un exemple c'est parfait, tu vois. évidemment, Et donc c'est ça part bien du terrain. ben, bien sûr, et c'est évidemment pas un problème d'outils. Ah, ouais, mais alors attends, il faudrait revoir le logiciel. Non, non, il faut revoir la façon dont on bosse déjà. Faisons le travail, et dès qu'on travaille de la bonne manière, on va mettre en place ce qu'il faut au niveau soft pour l'automatiser. Ouais, on a un Donc, article là-dessus bon, d'ailleurs en marketing parce euh, qu'avec José Lito on parle tout le temps des outils et il y avait ce super article que j'avais traduit qui s'appelle Votre équipe est trop lente, accélérez-la. Et elle disait arrêtez avec les outils, mettez en place un process. Quand vous avez un win, donc un canal qui marche, un type de campagne qui marche, ensuite vous regardez le temps que ça vous prend, la partie la plus répétitive et vous automatisez cette partie-là avec le logiciel qui fait exactement ce job-là. Et c'est tout. Aujourd'hui, on fait c'est toujours l'inverse. On va chercher un HubSpot et ensuite on veut tout mettre dedans et on n'a toujours pas de marketing. pas plus tard qu'hier, tu vois, des réunions toutes simples où on regarde, voilà, on fait avancer un projet, où on débloque une situation. Bah, tu vois, quand je te dis que j'ai une super équipe, c'est pas une formule rhétorique, c'est vrai, parce que très naturellement, au bout de 5 minutes, on en arrive à se dire, mais attends, là, on est en train de faire un truc, s'il faut le faire, mais on fait ce même geste 20 fois par jour. Et ça nous prend 30 secondes à chaque fois. Et il y a 4 personnes qui font ça. Hmm. Et on se dit, mais en fait, le truc dont tout le monde autour de la table se dit non, mais ça, on s'en fout, c'est facile, c'est con. En fait, dès que tu Ouais, te poses un peu la question de la réalité que ça représente pour les gens qui le font, eh ben, enfin, c'est aussi con. Moi, je sais plus. et qui plus est, comme c'est un geste répétitif, il a besoin de l'habitude pour fonctionner. Comme il a besoin de l'habitude pour fonctionner, il est moins susceptible de changer. Et s'il a besoin de changer, il ne changera pas. Alors que s'il est automatisé, tu dis ok, on refait le script. Et là, tu peux changer tous les jours s'il le faut, en poussant un petit peu c'est- le trait. Et, et bon, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est là, en fait, le vrai changement. C'est de. Et on revient à l'histoire d'autonomie. En fait, c'est quoi? C'est donner aux gens le temps, les moyens, le confort nécessaire pour qu'ils puissent se payer ce luxe de se dire, mais attends, mais là, ce que je suis en train de faire, comment je peux l'améliorer? Comment je peux le changer? Où est-ce que je perds du temps? Où est-ce que j'ai mon fameux goulot d'étranglement? Euh, Et là aussi, c'est un signal, parce que si le signal du management, c'est chaque minute de ta journée de travail doit être une minute facturable, tu peux pas avoir ça. Donc il faut émettre un signal qui est, mec, si tu fais, ou madame, si tu fais 20 fois la même chose dans ta semaine, c'est pas bon. C'est n'importe quoi. Tu fais un truc que tu fais plus de 3 fois, c'est automatisé. Et si tu mets pas le bon signal, bah, ça se passe pas, quoi. et, mais tu vois, enfin, faut faire vachement gaffe, puisque tu tombes très vite dans des aberrations. Quand on a ce raisonnement de dire, ah mais attends, je passe 30 secondes, mais 20 fois par jour, donc ça fait 10 minutes, mais on est 4, donc ça fait 40 40, minutes par jour, multiplié par 5 jours par semaine. Voilà, on y arrive vite. Euh, il faut surtout pas tomber dans cette aberration qui est de commencer à se chronométrer. L'idée, ce que tu disais justement, de dire il faut que chaque minute soit facturée au client. Non, c'est pas ça. C'est toujours pareil. Dans les Cette business de connerie, service, tu peux, je l'exagère, mais il y a des business de service où ça tend vers ça. Et parce si que le signal est celui-là, les gens, du coup, ne prennent pas le temps de s'optimiser parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent juste bosser, bosser, bosser. Parce qu'on se trompe de finalité. Ouais. La finalité, c'est pas je facture chaque minute au client. La finalité, c'est je crée de la valeur dans tout ce que je fais pour un client. Et pour pouvoir créer de la valeur efficacement, il faut Il que les faut de gens y soient l'espace bien. pour innover. Il faut que les gens y soient bien, en fait, tout simplement. Et qu'on leur donne les moyens de ne pas avoir peur, de pouvoir se tromper, de pouvoir essayer des trucs. Et Tu sais, donc, je suis dans. il faut leur donner du levier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, pour être
bien payé, pas stressé, etc., ou pas trop stressé, il faut du levier. C'est-à-dire qu'il faut que la machine, l'entreprise et tout ce qu'il y a dans l'entreprise démultiplie la valeur d'une personne. Ouais. Et ce levier-là, il se fabrique en permanence. Et l'autonomie qu'on vise, c'est pas l'autonomie dans un process connu, c'est l'autonomie de créer plus de leviers qui va s'accumuler au niveau de l'entreprise, mais qui va aussi donner de la démultiplication à chaque personne de l'entreprise et qui feront que les gens seront justement mieux payés, moins sous pression du temps, etc. Et, Et voilà, plus de valeur pour le client, bien sûr. justement, et c'est là où ça devient super rigolo parce que je suis dans une boîte où il n'y a pas de marketing. Pas encore, je vais m'en occuper. Mais celui qui est aussi censé porter la valeur au client, c'est le commercial. À un moment, qui dans une boîte est censé voilà, aller porter la notion de valeur chez le client pour la transférer en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est le commercial. Quand tu es dans des boîtes techniques, je dirais même dans une boîte de technicien, qui est le plus beau métier du monde, euh, C'est pas réussir à ingénieur. aligner. Pardon? C'est pas ingénieur. Continue, continue. Ah non, 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 le plus beau métier du monde, c'est technicien. C'est technicien. Ah non, c'est mieux. Technicien, c'est mieux. Euh, le réussir, voilà. Comment on fait bosser une équipe administrative, une équipe commerciale et des techniciens en comprenant que c'est la même chaîne de valeur. Voilà, ça c'est un autre sujet, mais euh, le, Comme on arrive au plafond, je vais ouais, quand même. J'avais ouvert le manifeste agile là, qui fait 5 lignes, hein. ouais, cool, cool, Et cool. justement, ce que tu me disais tout à l'heure sur les process, etc., tu me dis, bon, il faut quand même un peu de process parce que, bon, bref. Et donc, il y a cette phrase dans le manifeste agile, les individus et les interactions, plutôt que les processus et les outils. Enfin, plus. Il faut toujours faire attention parce qu'il le précise à la fin. On ne dit pas que la deuxième partie de la phrase, on n'en veut pas, on dit qu'elle est moins importante que la première partie. Donc, C'est les les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. C'est exactement ça. Je suis en ce moment, quand je te disais cette semaine, j'ai fait beaucoup de RH au sens de j'ai passé beaucoup de temps à regarder, à écouter, à échanger avec les gens qui font les choses tous les jours et à essayer de comprendre comment ils fonctionnent l'un avec l'autre. Tu vois, un truc tout bête. Comment un responsable à la hotline échange en temps réel avec un technicien qui est sur le terrain? Qu'est-ce qui doit être automatisé? Qu'est-ce qui doit passer par un soft avec de l'info qui arrive en standard et dont, voilà, en fait, personne ne s'occupe cet échange est automatique. Et au contraire, qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui ne remplacera jamais le coup de fil entre deux collègues qui s'expliquent sur un sujet, qui se partagent une info et qui passent à l'étape suivante? C'est l'heuristique de tout à l'heure, hein, quand je le citais avec si ça peut s'écrire comme une procédure standardisée, alors ça doit être automatisé éventuellement. Exactement. Exactement. Je suis Et en le plein reste, là-dedans. c'est ce qui doit se faire au téléphone. Ouais, c'est exactement ça. Cool. Super. Bah, Stéphane, c'était trop court. Donc j'espère qu'on en refait Ouais, un bientôt maintenant que tu as pris tes ouais, marques dans ce nouveau rôle. ouais. Ouais, faudra qu'on parle des jours fixes, des journées. Attends, non, il reste 1 minute 30. J'ai appris une expression, je ne parle pas allemand, mais j'ai appris une expression idiomatique allemande. Est-ce que tu connaissais le jour fixe? Nine. Oui, ben, le jour fixe, en fait, c'est Dis-le en allemand. en français dans le texte, mais c'est une expression Ah, idiomatique jour fixe. allemande. Les Allemands disent jour fixe, et c'est comme ça qu'ils appellent une réunion qui a lieu toujours le même jour, à la même Ah, heure, à intervalles réguliers, que ce un soit événement Scrum, le, par le- exemple. voilà, le jour, la semaine, le mois. Et moi, quand je suis arrivé, on m'a mis des jours fixes dans mon agenda. Et je me disais, mais pourquoi vous mettez ça en français, pas en anglais? Ah, mais non, mais jour fixe, nous, c'est le mot. C'est comme ça qu'on le dit en allemand. Et en fait, les Tu sais d'où Allemands ça ont vient? emprunté ça. Non, ben non, je Bon, on sais va pas. chercher alors.
On va il faut chercher. que je trouve la genèse. Voilà, pour l'instant, Alors, j'ai si vous savez découvert. d'où vient le jour fixe en allemand, en français dans le texte, nous sommes curieux. Je vais chercher. Voilà, j'ai un collègue franco-allemand qui m'a expliqué le truc, mais on n'a pas fait toute la genèse. Il faut que je prenne un peu le temps. Mais voilà, donc Ouais, moi, je pense qu'il faut qu'on se refasse une session sur les journées à thème, les jours imposés, les jours fixes carrément. et les Et bah, routines. ouais, et puis on pourra faire le lien avec Scrum, justement, qui a beaucoup Ouais, grave. de rituels fixes. Donc, ils ont ce qu'ils appellent les events, les événements, qui sont des réunions fixes. Et ils ont aussi le time boxing, qui fait que les événements fixes ont une durée fixe. Et Ouais. les sprints, la notion même de sprint, c'est un time boxing, c'est-à-dire une durée fixe dans laquelle le scope est variable. Et toute l'idée aussi, c'est qu'on va faire de plus en plus de choses avec l'expérience et la maturité de l'équipe euh, Et dans un temps alors, je fixe. parle pas de sprint, voilà. C'est pas le vocabulaire que j'utilise, mais on est en train de se donner un challenge en interne qui est, avec toute l'équipe, qui est de raccourcir certains temps de process et Mhm. on se donne comme objectif d'être les champions de la course du sprint pour réussir à installer, à déployer plus vite que les autres. Et là, il y a des vrais sujets. C'est des trucs. Tu prends une tâche un peu complexe, un projet, Mhm. durée standard 12 semaines. Comment on fait pour passer à 4 Bah, voilà. on va reparler du coup de comment ça s'appelle, de principe premier parce que là on est en plein dedans. Et alors il y a une très bonne encore de Justice qui raconte comment 3M a répondu à un coup de fil d'Elon Musk qui leur a demandé des films pour ses panneaux solaires en forme de tuiles. Et en gros, le mec lui fait oui, ok, on va les mettre dans le pipeline, sortie produit, donc dans 7 ans c'est prêt. Musk a fait ouais, j'en ai besoin dans 7 semaines, merci, au revoir. Donc les mecs ont appelé Joe Justice pour le coup, qui est venu faire le coach agile chez eux. Et en l'occurrence, ça a été fait en 5 semaines au lieu de 7 ans. Donc c'est assez fascinant de se dire comment, Et, quand on jump tous les process et qu'on se dit on va à la valeur, on va au principe premier, on va au plus vite qu'on peut physiquement, qu'est-ce qu'on arrive à faire. On en parle la prochaine fois, bientôt. ça roule. Merci beaucoup, Philippe. Merci À très Stéphane. bientôt. Ciao, ciao.